Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 132e épisode de Finances fondamentales. Bien content d'être avec vous ce matin pour vous présenter le deuxième cas, la deuxième étude de cas, comme j'avais fait à l'épisode 120 cette fois-ci avec le cas de Dorothée. Avant de commencer, je veux remercier les nouvelles personnes abonnées du mois de mai, donc Amélie, Elio, PC, Cepaf, Joël, Cléo Xenus, Kevin Montreuil, Phil et Yannick. Donc merci de soutenir le podcast. Je rappelle que quand vous vous abonnez, le truc principal, c'est que vous avez accès à un épisode supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Et je vous envoie aussi mes documents d'analyse. Donc, je vous envoie cette fois-ci tout mon fichier complet d'analyse avec le prix des actions et tout ça que j'ai fait en mars. Je vous envoie le fichier vierge pour que vous fassiez vos propres analyses. Et je vous envoie également un guide en PDF pour bien utiliser l'outil ou cliquer quoi faire. Donc, merci aux personnes abonnées. On se rapproche du 150 personnes abonnées. C'est super apprécié. Avant de commencer le cas de la personne que j'ai accompagnée il y a à peu près 1 an, je veux juste m'excuser d'avance. En fait, je m'excuse pas, là, c'est hors de mon contrôle, mais ça se peut que le son soit moins bon. Donc aujourd'hui, j'enregistre 5 épisodes pour le mois de juin. Ça se peut que le son soit moins bon que d'habitude parce que j'enregistre au rez-de-chaussée à côté du lave-vaisselle, la laveuse, puis tout ça qui fonctionne toute la journée, ma blonde qui revient du travail, qui se promène. Donc, on a eu le 17 mai, donc il y a 10 jours, là, on est le 27 aujourd'hui quand j'enregistre. Le 17 mai, quand je quittais, j'allais mettre le pied dans l'avion pour la Floride. Ma blonde m'appelle en panique. Inondation dans la maison. Donc, ceux qui étaient au Québec le 17 mai, c'était une pas pire pluie. Puis le quartier dans lequel j'habite depuis 3 ans, il y a plein de gens autour qui ont des inondations. Donc moi, j'habite près d'une rivière, mais je ne suis pas sur le bord de l'eau. Donc depuis 3 ans, c'est une problématique là, à Sherbrooke, sur la rue Rodrigue, les inondations. Puis la ville fait pas grand-chose. Donc cette fois-ci, le 17 mai, v'là 10 jours, c'était v'là 10 jours quand j'enregistre, là, pas quand vous allez écouter, mais le 17 mai, c'était mon tour d'avoir inondation. Puis c'était bonne inondation, donc 1 pied d'eau partout dans le sous-sol. Ma blonde tout seul avec ma plus vieille. Ma plus jeune était à une fête d'anniversaire. Donc merci aux amis puis aux gens du quartier. Là, ça a été exceptionnel qu'ils sont venus aider ma blonde. Mais bref, le sous-sol est complètement là, strippé comme on dit. Donc plancher arraché, les murs, donc arraché 2 pieds des murs. Tous les meubles au sous-sol sont presque finis. Mon ordinateur notamment était fini, donc je ne peux plus enregistrer sur mon ordinateur. J'ai réinstallé une couple de logiciels là, sur mon portable, donc je ne sais pas comment ça va sortir le son. Donc veuillez être indulgent, on va dire, pour les prochaines semaines là, avec mes talents de rénovateur. Faut que je reconstruise ça à un rythme, on va dire, raisonnable avec les obligations professionnelles et tout ça. Donc j'avais pas pris des semaines de congé en juin pour prévoir des rénaux. Donc, dès que ça va être remis sur pied, ce sol-là, je vais réinstaller un ordinateur qui a du bon sens, puis je vais recommencer à pouvoir peut-être enregistrer dans un contexte plus favorable. Et les assurances, je sais pas, j'en ai parlé un petit peu, vous allez entendre dans les épisodes avec Simon Pierre, je suis pas quelqu'un qui se surassure, on va dire, dans la vie. Donc, les assurances couvraient bien. J'avais déjà une inondation en 2019 ou 2020, une petite inondation, une infiltration plutôt. Puis ça avait couvert pas mal, les assurances avaient couvert ce genre de dommages-là, là, normal. Mais là, ça rentrait là, 1 pied d'eau partout là, au sous-sol. Donc, c'est sûr que les assurances couvrent pas tout. Donc, j'étais bien heureux d'avoir un fonds d'urgence pour couvrir tout ça. Donc, on devrait s'en sortir pas pire avec les assurances puis le fonds d'urgence qui est vide. Donc, je vais pouvoir commencer à le remplir. Puis ma blonde, bien sûr, là, je vous présente pas ses chiffres, mais elle a un fonds d'urgence de son côté aussi. Donc, tout va bien. C'est ce qui est le fun quand tu gères tes finances, le côté financier est moins stressant. Donc là, c'est plus le côté réussir à faire les rénaux avec mes compétences moyennes, on va dire, qui est plus stressant. Mais je vais avoir un petit peu d'aide pour ça. Donc, merci pour votre indulgence avec la qualité du son. Puis je sais bien que c'est pas l'affaire la plus importante en ce moment, là, le son du podcast dans ma vie. Mais je voulais quand même vous prévenir que ça se peut que le son soit un petit peu différent. Et qu'il y ait moins de montage aussi. Là, je vous cache pas, j'ai pas beaucoup de temps pour faire tout ça ces temps-ci avec le podcast. Donc, j'ai failli prendre une pause, mais je me suis dit que j'allais prendre 2-3 heures là, pour
enregistrer 4-5 épisodes, mais je ferai pas autant de montage peut-être que d'habitude là, pour vous allez peut-être m'entendre respirer un peu plus, puis il va peut-être avoir quelques pauses à travers tout ça, parce que je me suis moins préparé, mais ça, tu dis pas ça d'habitude en enseignement, que tu es moins préparé, mais on va dire que je suis pas en train d'enseigner. Donc, on revient à nos moutons. Aujourd'hui, j'aborde le cas d'une autre personne que j'ai accompagnée en avril 2024. Donc, j'ai anonymisé le nom. Donc, on va l'appeler Dorothée aujourd'hui. Mais tout le reste, c'est vrai. Puis désolé d'avance, là, je me fâche un peu à la fin quand on a jasé avec Dorothée, bien sûr, de son conseiller financier. Donc, je vous mets en contexte. Dorothée a un fonds de pension. Elle travaille dans le milieu de la santé. Donc, son fonds de pension, c'est 70% de son salaire de base. Actuellement, son salaire de base, c'est 100 000. Dans 20 ans, lors de sa retraite, elle a à peu près 38-39 ans, là, Dorothée, elle va être à peu près à 150 000. On a estimé avec l'inflation et tout ça. Donc, c'est à peu près avoir un 70% de 150 000. Et son salaire annuel actuel, lorsqu'on s'est rencontrés, mais il y avait beaucoup de primes d'overtime, là, c'est 189 000, mais son salaire de base, c'est 100 000. Elle a réussi à investir 1 000 $ aux 2 semaines, donc à peu près 2 000 par mois, puis elle a dit qu'elle voulait garder ce rythme-là pendant 20 ans, donc 1 000 $ aux 2 semaines. Idéalement, quand ton salaire augmente, tu augmentes ton niveau d'épargne aussi en même temps pour toujours avoir un 10-20 %, là. Mais ça, c'est propre à elle. Puis elle pourra augmenter, ça sera juste du bonus là, dans les calculs qu'on a faits. Elle est célibataire, pas d'enfant. Elle a une hypothèque de 276 000 puis son condo vaut 425 donc il y a à peu près un 150 000 là, d'équité positive sur son condo. Dans le 2000 qu'elle investit par mois, en fait, dans le 1000 $ qu'elle investit aux 2 semaines, voici comment c'est réparti en termes d'investissement. Il y a un premier 200 $ aux 2 semaines qui s'en va dans son CELI qu'elle gère toute seule sur sa plateforme de courtage. Elle place ça dans XEQT et VFV. Donc XEQT, un FNB tout en un, 100% action. Et VFV, un FNB 100% action, mais axé sur le SP500, donc le marché américain. Elle place ensuite 400 $ aux 2 semaines, toujours, dans son CELI à la banque. Donc, actuellement, elle a 20 000 $ dans son CELI à la banque et elle a 400 $ actuellement dans son CELI qu'elle gère toute seule. Là. Donc, 20 000 à la banque, 400 $ dans son compte de courtage. Ça faisait juste un mois qu'elle avait commencé à investir seule. Et le dernier 400 $, donc c'est 1000 $ aux 2 semaines, 200 dans son CELI tout seul, 400 dans son CELI à la banque. L'autre 400 $ qui reste, c'est dans un REER à la banque. Elle a actuellement 27 000 $ dans ce REER-là. Elle n'a pas calculé dans son 1000 $ aux 2 semaines, mais il y a 5 000 $ par année, en début d'année, qui part dans les REER de la FTQ. Ça fait 2 ans qu'elle fait ça, donc elle a 11 000 $ d'accumulé jusqu'à maintenant. Et dans son compte chèque, elle a 14 000 $ comme fonds d'urgence, dépenses quotidiennes. Elle est à l'aise quand elle a 20 000 là, donc elle continue de grossir son compte chèque. Elle a 86 000 $ d'espace REER et 95 000 $ d'espace CELI à peu près. Donc, le premier objectif de la rencontre, donc avant de vous dire l'objectif, là, ce qu'on se rend compte avec Dorothée, c'est qu'elle a un bon salaire. Elle a commencé à investir peut-être tard parce qu'elle était à 38-39 ans. Puis, si je calcule vite là, en regardant les chiffres, elle a à peu près 50-70 000 d'investis en termes de liquidité, entre 50 et 70. Là. Donc, c'est pas énorme à 38-39 ans, mais c'est bien. T'sais, elle a également une équité sur son condo, elle a réussi à dégager une bonne épargne, donc elle est en bonne posture, puis elle a un fonds de pension dans tout ça là, qui part aussi de son salaire. Donc, le premier objectif, elle en avait 2 dans la rencontre. La première chose qu'elle voulait faire, Dorothée, c'est de savoir où investir, au bon endroit. Est-ce qu'il est mieux d'aller dans le REER ou dans le CELI? Donc, c'était ça sa question de base. Donc, ce que je vous présente, c'est un tour d'horizon qu'on a fait. C'est pas parfait les calculs, les chiffres que je vous présente, ça compte pas nécessairement l'inflation, si elle commence à épargner davantage, si elle commence à gagner plus d'argent, si elle a des enfants un jour, est-ce qu'elle va être 100% action jusqu'à la retraite? Est-ce que la cotisation permise au CELI va toujours être de 7 000 $? Ça se peut-tu qu'elle ait des crédits d'impôt potentiels dans tout ça si son salaire diminue, etc. Donc, c'est vraiment des calculs larges pour voir à la fin qu'est-ce qui arrive, c'est des estimés. Si vous voulez des estimés plus précis, bien sûr, il faut faire affaire avec un professionnel qui a des logiciels spécifiques pour ça. C'est juste qu'une rencontre avec un professionnel, ça coûte un petit peu plus cher qu'une rencontre d'accompagnement avec moi, mais c'est sûr que mes calculs sont un petit peu moins précis, mais je calcule quand même les allocations pour les enfants et tout ça dans mes calculs. Attention, à l'épisode 138, là, dans quelques semaines, je vais faire un épisode spécial sur la pertinence du REER. Donc, les chiffres vont être plus poussés.
Puis c'est basé sur un podcast de Rational Reminder qui dit qu'à partir dès 48 000 $ de salaire, ça peut être intéressant le REER. Habituellement, en haut de 80 000 $ de salaire, eux, ils disent que c'est presque un oui automatique. Mais il faut faire attention, dans leur calcul, on ne considérait pas qu'il y avait un fonds de pension. Donc, on va voir l'impact du fonds de pension aujourd'hui à la fin des calculs. Donc, je fais toutes les estimations avec 2 scénarios de 7 % de rendement. Donc, 7 % de rendement REER CELI pour les 20 prochaines années parce que Dorothée est 100 % action. Donc, pour faire mes calculs, je considère le retour d'impôt. Donc, selon la table des impôts 2024, lorsque j'ai rencontré Dorothée à un salaire de 189 000, bien, sa table d'imposition était à 49,97 %. Donc, si elle déposait 24 000 $ dans le REER par année, donc dans la stratégie REER, 1 000 $ aux 2 semaines, ça lui donnait environ là, 11 990 $ en retour d'impôt. Donc, au total, tu reçois près de 12 000 $ de plus dans tes poches chaque année pour investir si tu vas dans le REER. Et dans mes calculs, je considérais que l'entièreté de ce 12 000 $ était réinvesti. Donc, si j'ajoutais sur 24 semaines, c'est pas ça. Bref, aux 2 semaines, si j'ajoute ce retour d'impôt-là, au lieu d'investir 1 000 $, Dorothée investit 1 384 $ aux 2 semaines. Donc, c'est l'avantage du retour d'impôt comme s'il était réinvesti à chaque 2 semaines. Pour faire la comparaison, j'ai débuté avec un placement initial là, de 0 $ pour comparer des pommes avec des pommes, là, parce qu'actuellement, elle avait plus de REER que de CELI. Mais bien sûr, on peut rajouter ensuite les rendements de ces petits comptes-là au résultat qu'on va arriver. Donc, dans le premier scénario, si on va dans le CELI, 1 000 $ aux 2 semaines, complètement dans le CELI, bien sûr, le 5 000 $ REER FTQ continue d'aller par là parce qu'elle veut l'avoir, mais ça, je ne le considère pas dans mes calculs. On va dire qu'on considère le 1 000 $ qu'elle a réussi à épargner aux 2 semaines. Si elle le met complètement dans le CELI, après un certain nombre d'années, le CELI est maximisé et après, on se dirige vers le REER. On continue à maximiser le CELI chaque année, mais on investit la différence supplémentaire qui est au-delà des cotisations permises dans le CELI, on l'investit dans le REER avec le retour d'impôt. Donc, après 20 ans, on se retrouve à peu près avec 582 500 $ dans le CELI et 722 000 $ dans le REER. Donc, au total, dans le premier scénario, si on maximise le CELI et ensuite on contribue les sommes supplémentaires dans le REER, on arrive à 1 300 000 à peu près. Comme professeur à l'université, je me suis souvent dit que je devais être au fait de l'actualité pour avoir l'air cultivé, mais j'ai jamais eu la rigueur de lire les nouvelles par manque d'intérêt. Je vais vous avouer, j'étais donc bien content il y a presque 2 ans de découvrir InfoBref. InfoBref, c'est une infolette qui regroupe de façon simple et claire l'essentiel des nouvelles importantes, y compris l'actualité économique et financière, et tout ça en 5 minutes. Je vous invite à faire comme moi en vous inscrivant à l'infolette en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. C'est gratuit. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. Dans le deuxième scénario, si on va juste complètement dans le REER avec 1 384 $ aux 2 semaines, on va maximiser le REER après 20 ans. On va arriver à peu près 1 500 000. Donc, il y a à peu près 200 000 de plus dans le deuxième scénario du REER. Mais là, ça ne finit pas là. Il faut considérer le décaissement également par la suite. Bien sûr, dans le scénario que je viens de vous présenter pour le REER, il n'y a pas d'avantage sur les allocations familiales parce que Dorothée n'a pas d'enfant. Donc, dans les 2 scénarios, avec le fonds de pension, on a un décaissement là, minimum. Là, si on considère 70 % d'un salaire de 150 000 à la retraite avec l'inflation, là, elle devra décaisser au minimum chaque année 105 000 $. Si on ajoute à ça le régime des rentes du Québec puis la PSV, on arrive à peu près à 120 000 $. Donc, minimalement, son taux d'imposition est à 45,71 %. Donc, c'est le minimum. Je suis parti de ça, là, mais ça peut être plus si on décaisse plus, bien sûr. Donc, si on part de ça, dans le premier scénario, on peut décaisser le 582 520 du CELI parce que ce n'est pas imposable, mais il nous reste seulement 392 000 à peu près pour le REER imposé. Donc, dans le scénario 1, si on décaisse au moment de la retraite, là, si on considère tout de suite que l'impôt est appliqué sur le REER, puis c'est pas si fou que ça parce que
on a déjà un taux d'imposition super élevé à cause du fonds de pension, ben, il nous reste dans les poches à peu près 974 500 $. Dans le deuxième scénario, avec le même taux d'imposition, mais on a juste du REER, donc l'ensemble du montant est imposé, on arrive à 848 000 $ environ. Donc, c'est à peu près une différence. Là, il y a à peu près 120 000 $ de plus dans le premier scénario si on avait maximisé notre CELI en premier. Pour que le scénario 2 soit égal au scénario 1, il faudrait que le taux d'imposition soit de 37,6 % et pas de 45, le 46 %. Donc, il faut que le salaire soit en bas de 103 000 $ pour réussir à atteindre ce taux d'imposition-là, avec les tables d'imposition actuelles. C'est impossible juste avec le fonds de pension puis les rentes minimum de la RRQ puis de la PSV d'atteindre ce salaire-là. Donc, c'est assurément, en fait, tu vas assurément payer plus d'impôts à la retraite que t'en paierais si tu avais été dans le CELI au lieu du REER. Et ça, c'est sans compter les autres comptes déjà existants, là. Donc, elle a déjà des REER, elle a de la FTQ en plus de ça, puis elle a un compte chèque, donc, il y a d'autres choses qui est déjà placées. Donc, c'est un petit peu ça le problème, le beau problème quand on a un fonds de pension, c'est parce que ça nous oblige à décaisser un gros montant à la retraite, puis après ça, on n'a plus la flexibilité d'aller ajouter des montants supplémentaires de décaissement autour de notre fonds de pension parce qu'on a déjà atteint presque le même taux d'imposition qu'on avait lorsqu'on travaillait si on ajoute la RRQ puis la PSV. Même si on la repousse, la RRQ puis la PSV, il va falloir décaisser quelque chose pour atteindre nos dépenses annuelles. Donc, même si le calcul n'est pas parfait là, dans le scénario que j'ai fait, le CELI semble idéal à maximiser en premier dans le cas de Dorothée, même si elle fait en haut de 100 000 $. Et c'est beaucoup plus flexible aussi en termes de décaissement à la retraite pour s'assurer de ne pas payer trop d'impôts. Et c'est plus flexible aussi pour un déplacement ultérieur si le scénario de sa vie change. Donc, exemple, elle a des enfants, on va dire elle a 2 enfants, mais là, peut-être que ça devient plus intéressant d'aller dans le REER pour maximiser les allocations familiales. Mais si elle a déjà son argent dans le REER, ben elle aura perdu l'opportunité de maximiser ses allocations familiales plus tard dans sa vie, alors que si l'argent est dans le CELI, ben elle peut la sortir et l'investir dans le REER pour maximiser les allocations familiales. Donc, ça amène une certaine flexibilité si le contexte de sa vie change là, dans le futur. Donc, est-ce que dans son cas, ce serait judicieux de remplir le CELI avant de recommencer à cotiser à son REER? Je crois que oui, hormis pour son fonds de pension, puis la FTQ qu'elle croit continuer de cotiser, c'est une belle phrase, comme moi un petit peu. Là. Donc, j'ai fait le même calcul pour moi il y a une année ou deux, bref, 2 ans je pense, puis je m'étais rendu compte que c'était plus avantageux pour moi avec mon fonds de pension de cotiser dans mon CELI avant de cotiser à mon REER. L'autre objectif de la rencontre, c'est Dorothée voulait savoir si elle allait avoir assez d'argent dans 20 ans parce qu'elle avait commencé tard à épargner puis à investir. Donc, les scénarios avec les chiffres actuels, j'ai fait le calcul en fait avec son scénario actuel qu'elle investissait 1 000 $ aux 2 semaines avec l'argent qu'elle avait déjà d'investi. Donc, ça peut juste être mieux que le calcul que j'ai fait si elle réussit à mettre plus que 1 000 $ aux 2 semaines quand son salaire va augmenter avec les années. Donc, le REER FTQ, elle a 11 000 $ actuellement. J'ai mis un taux de rendement de 5 %. Elle va rajouter 5 000 $ pendant 3 autres années, rien pendant les 17 autres. Donc, sur 20 ans, la FTQ, ça arriverait à peu près à 67 000 $ dans son REER FTQ. Pour son CELI qu'elle gère seule, elle avait déjà 400 $ dans ce compte-là. Elle a décidé dans le 1 000 $ qu'elle va réussir à épargner aux 2 semaines d'investir 421 $ dans son CELI pour aller chercher les cotisations maximales puis rattraper un petit peu de retard. À 7 % de rendement sur 20 ans, elle arrive à peu près à 477 000 $. Elle a décidé de continuer dans son REER à la banque qui est à 27 000 $ déjà, à peu près à 6 % de rendement à cause des frais de gestion. Elle a décidé d'investir la différence qui restait dans son 1 000 $, soit 579 $ aux 2 semaines. Ça l'amène à 669 000 $ à la retraite. Et son CELI à la banque, qu'elle avait déjà 20 000 $, elle va arrêter d'investir dedans, mais il va quand même faire 6 % de rendement sur 20 ans, donc ça l'amène à 66 000 $ à peu près. Donc au total, elle finit à peu près, j'arrondis, à 1 300 000 $ pour sa retraite. Avec son argent personnel, donc ça ne compte pas son fonds de pension et le soutien gouvernemental. Donc elle a à peu près 543 000 $ dans son CELI et 736 000 $ dans son REER.
Pourquoi ça donne moins que le scénario de tantôt? C'est parce qu'elle garde certains de ses actifs à la banque. Donc, les rendements sont moins élevés à la banque qu'au personnel à cause des frais de gestion. Il faut ajouter à l'argent qu'elle a les rentes annuelles imposables, donc son fonds de pension à 105 000 $, la RRQ à peu près à 9 600 $ par année et la PSV à 8 500 8 600 $. Donc, peu importe l'âge qu'elle prend ses rentes gouvernementales, là, que ce soit au début ou à la fin, bien sûr, dans son cas, on va les repousser le plus tard possible à 72 ans, si je ne me trompe pas. Ben, il y a un minimum, là, avec son fonds de pension puis les rentes, un minimum de 123 000 $, là, arrondi bien sûr, qui est assuré chaque année sans toucher ses REER, ses CELI, tout l'argent qu'elle a. Donc, bravo, mais ça va être important de consulter un professionnel pour décaisser idéalement, d'un point de vue fiscal, tout cet argent-là. Donc oui, Dorothée, je pense que tu en as en masse pour être correct à la retraite. On s'en est déjà parlé. Mais c'est vraiment ton défi, en fait. Ça va être de décaisser tout ça intelligemment à l'aide d'un professionnel. Donc, il y a 2 moments clés que je dis que c'est important de consulter un professionnel. C'est au début pour établir ta stratégie d'investissement et à la fin pour décaisser idéalement. En fait, décaisser de la bonne façon ton argent. Donc, faire tout ça, REER, CELI, puis calculer comment elle va avoir à peu près la retraite, ça a peut-être pris une quarantaine de minutes. Donc, moi puis Dorothée, elle avait plus d'autres questions. On a juste jasé d'argent pour les 20 dernières minutes de la rencontre d'accompagnement. Puis, elle me disait qu'elle avait questionné son conseiller financier à la banque sur les FNB. Donc, déjà, il lui demande pourquoi elle pose cette question-là avec une posture super défensive. Donc, elle lui demande « Avez-vous des FNB? C'est quoi des FNB? » Puis, il est super à sa défensive, là. « Mais pourquoi tu me poses ces questions-là? » Elle dit alors que les FNB, en fait, il lui dit alors que les FNB, c'est pas pour l'investissement à long terme, c'est pour vendre et acheter. Donc, les FNB, pour lui, c'est pour faire du trading. Quand on veut investir à long terme, et c'est ses paroles, là, quand on veut investir à long terme, il faut acheter des fonds communs de placement. Ma réaction quand Dorothée me dit ça, désolé, mais tabarnak que ça me fâche qu'on profite du manque d'éducation financière des gens pour leur passer des niaiseries de même. Puis là, je parle pas de Dorothée, là. Elle savait après ses lectures puis l'écoute de podcasts que ça semblait être de la bullshit, là. Mais elle était pas sûre non plus. Tu sais, quand tu fais affaire avec un professionnel de même qui dit, ben, les FNB, c'est pas pour investir à long terme, c'est pour faire du trading. Tu te dis, c'est-tu moi qui ai mal compris ce que j'ai lu? Voyons, si bon, un FNB, là, tu peux acheter et vendre ça dans la même journée, c'est sûr. Tu peux faire du trading avec un FNB. Mais si ta stratégie est à long terme, tu peux juste investir puis laisser ton FNB fructifier comme un fonds commun de placement avec moins de frais de gestion. J'en revenais pas là, quand Dorothée me dit ça, puis j'ai dit, il y a 2 raisons pourquoi il dit ça. En fait, une des 2 raisons. La première, il connaît pas bien c'est quoi des FNB, sauf toi en courant. Puis la deuxième, ben, c'est qu'il essaie de t'entourlouper pour aller chercher encore ses frais de gestion au lieu de te proposer des FNB, ben, sauf toi en courant. Donc, dans les 2 scénarios, peu importe la raison pourquoi il t'a dit ça, ben, tu dois te sauver en courant. Donc, il y a des bons professionnels dans le domaine. Puis, je vous invite à en consulter. L'autogestion, la gestion autonome, là, c'est pas fait pour tout le monde. Mais s'il vous plaît, magasinez votre professionnel. Si quelqu'un vous dit quelque chose comme ça, le lendemain, votre argent est ailleurs, ça n'a aucun bon sens. Désolé. Donc, ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez apprécier ce cas-là. Il y avait beaucoup de chiffres, là. C'est pas évident en podcast. Puis, il n'y a aucune chance que je me filme avec des vidéos pour exposer les chiffres visuellement. Donc, j'espère quand même que ça fait la job. Donc, la semaine prochaine, je vous fais le résumé, la synthèse plutôt, du livre de Mike Michalowicz. Je l'ai sûrement mal dit. Le titre du livre, c'est Profit First, écrit en 2012. Ce jeudi, il n'y a pas d'action parce que c'est l'épisode des abonnés. On va voir la question de Marc-André qui parle de Robert Kiyosaki puis de la fin du monde. Les 2 questions de Francis, soit épargner puis un taux d'endettement sur la maison. Donc, est-ce qu'on utilise le salaire net ou le salaire brut pour déterminer le taux d'endettement par rapport à l'achat d'une maison? Et Francis a demandé aussi, est-ce qu'on peut voir le fonds d'urgence comme un investissement? Véronica, elle me demandait comment rééquilibrer son portefeuille. Et finalement, Dave disait, je vends un immeuble. Est-ce que je mets l'argent dans un REER ou un CELI? On va voir la réponse par rapport au code Dorothée d'aujourd'hui la semaine prochaine. Ciao, ciao! L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers.
Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.